Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Je le disais en introduction, la question qui est la nôtre, celle de la transition, celle des 3 ans qui sont devant nous et qui doivent nous permettre d'agir, interpelle également des entreprises plus établies, plus puissantes, plus importantes et naturellement leurs dirigeants. C'est le sens de la tribune des décideurs que nous vous proposons, qui vous permettra, à l'échelle des 2 jours de Build & Connect, d'entendre 12 capitaines d'industrie représentant quelque part de 12 filières pendant 12 minutes, en commençant par vous, Anne Vincent-Berger, présidente du groupe Vivialis. Rejoignez-moi. Bonjour Hugo. Bienvenue Anne Vincent-Berger. Sans doute que les Alsaciens vous connaissent en tout cas le groupe Vivialis, qui est aménageur, promoteur, constructeur, qui pèse un certain poids, en tout cas à l'échelle du territoire. Ce matin, on a martelé un chiffre qui est moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et neutralité à horizon 2050. Ces données, elles sont irréfutables, elles sont scientifiques, elles sont sur la table pour tout le monde. Comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous les abordez? Est-ce que vous mesurez, par exemple, à l'échelle du groupe Vivialis, que ça représente ce défi-là? Alors effectivement, c'est un défi qui est immense. Je pense que c'est une surprise pour personne si je vous dis que à l'heure actuelle, le modèle technico-économique n'existe pas. Donc c'est un horizon qui est souhaitable, c'est un véritable défi. C'est une cause commune, c'est aussi un enjeu collectif pour répondre à des exigences qui sont absolument immenses. Malheureusement, à l'heure actuelle, en tant qu'aménageur, promoteur, constructeur, je ne peux pas y répondre. Donc, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Ceci dit, les réglementations, nouvelles réglementations, notamment RE20, qui sont au niveau européen l'une des plus puissantes qui existent, nous incitent, nous poussent, nous obligent à aller vers une amélioration de nos bâtis, à repenser la conception de nos constructions, dont l'objet est, je vous le rappelle, de loger des humains et pas de bétonner de la nature. Et loger des humains, eh bien, c'est un véritable enjeu aussi à l'heure actuelle. Donc, nous tâchons de résoudre l'équation comment loger, tout en décarbonant au possible nos métiers, et puis en permettant à tout un chacun d'avoir un logement, parce que la décarbonation, Monsieur Bonifay l'a très clairement exprimé ce matin, c'est plus une question de croissance, c'est une question d'investissement. Et on n'aura pas de retour sur investissement à part le geste qu'on a fait à destination de la nature. Voilà comment on envisage les choses. Pour autant, vous avez mesuré, ne serait-ce qu'en 2021, le bilan carbone de votre groupe. À très grands traits, qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, c'est une démarche qu'on a effectuée cette année. On a fait le bilan carbone du groupe sur l'année 2021. D'abord, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on est au premier chef concerné par les molécules de carbone émises par nos métiers, mais aussi parce qu'on voulait savoir d'où on part. Si on veut s'améliorer, il faut déjà avoir une base zéro. Donc on est allé voir quel était l'impact de notre activité en termes d'émissions de carbone. Et sur l'année 2021, qui n'est pas forcément une année de référence, eh bien nous avons émis dans nos activités 147 000 tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ces 147 000 tonnes, comment on va les produire? Le résultat est assez impressionnant quand même, parce que avec 370 collaborateurs sur 27 sites, notre production est de 3% de ces 147 000 tonnes. 60% est dû à notre procédé constructif, donc au nombre de logements qu'on a construits, aux matériaux qu'on a utilisés, aux véhicules qui ont été utilisés pour amener les matériaux sur site, aux personnes qui se sont déplacées. Tout ça, c'est 60% de ces 147 000 tonnes. Et puis les 37% qui restent, c'est l'usager. Donc on est bien dans l'analyse du cycle de vie. Et on se rend compte alors que, bien sûr, au-delà de tout ce qu'on peut faire nous en entreprise, c'est-à-dire chauffer moins, récupérer le papier, le verre, limiter nos déplacements, il y a surtout un énorme travail à faire sur la conception de nos bâtis. Et puis amener l'usager aussi à utiliser d'autres ressources pour se chauffer, pour s'éclairer. On est sur un travail de fond, en fait, qui amène la filière à envisager une véritable révolution. La filière, c'est 1,4 million d'emplois, quand même, je vous le rappelle. Et on ne change pas du jour au lendemain de métier. Donc pour nous, aujourd'hui, répondre aux enjeux 2050, tels qu'ils sont abordés aujourd'hui, c'est pas seulement agréger des coûts. C'est pas seulement utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux produits. C'est repenser en profondeur notre façon de construire, notre façon d'habiter. Je veux bien que vous nous donniez quelques... Parce que vous disiez, faire le bilan, ça permet de partir d'une base zéro. Néanmoins, vous n'en êtes pas tout à fait à zéro. À l'échelle de Convivialis, vous mettez des choses en place. Je veux bien que vous nous donniez quelques pistes concrètes, pragmatiques, de choses que soit que vous mettez déjà en œuvre, soit que vous imaginez mettre en œuvre justement comme pour transiter. Alors, vous utilisez le bon terme, hein, c'est de la transition. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est de la tentative. On marche sur deux pieds, hein, celui des énergies fossiles, qui est finalement le pied de la stabilité, de la continuité, et puis surtout qui nous permet de maintenir nos coûts de production et de continuer à faire fonctionner une économie qui en a besoin, et à employer des gens dont c'est le métier, qui ont l'expertise, le savoir-faire historique, et un savoir-faire dont on en a besoin aujourd'hui pour construire. Le deuxième pied, c'est celui de la tentative. Comment aller chercher des alternatives? Vers quels industriels se tourner? Parce que nous, on n'est que agrégateurs de solutions industrielles. On n'invente rien. On met ensemble des techniques, des technologies à travers des savoir-faire pour aboutir ensuite ensemble à un produit fini. Alors, on peut aller chercher un tas de choses à n'importe quel coût. Mais on n'a pas de marché à n'importe quel coût. Et la réponse au manque de logement dans notre pays, elle ne se fait pas à n'importe quel prix. Dans ces questions-là, finalement, quand on est agrégateur de techniques, de technologies et de savoir-faire, la réponse technique, technologique, c'est pas nous qui l'avons, sont les industriels. Et comment on avance? Peut-être sur des solutions de co-développement. Alors, on entend beaucoup parler de j'ai déposé un brevet. Mais la décarbonation, c'est un sujet humain, mondial, qui n'a pas de valeur financière. Donc, comment on avance sur le co-développement? Pour l'instant, on n'avance pas parce que toutes les solutions sont entre les mains d'entreprises qui ont besoin de continuer à développer, à faire de la croissance, à être porteurs de projets rémunérateurs. Et finalement, cette transition, si on l'abordait d'une manière un peu plus collective, quand M. Bonifay dit qu'il n'y aura plus de croissance, est-ce qu'il pourrait y avoir de la performance collective? Et c'est comme ça que je souhaiterais que les marques du groupe avancent sur de la performance collective et partagée.
Effectivement, c'est ce qu'on esquissait un peu ce matin, et en particulier pour vous qui êtes maître d'ouvrage, c'est que vous êtes pris entre des filières qui doivent monter en puissance et puis des clients qui eux aussi se retrouvent bloqués, enfin qui, comme vous vendez des logements, vous le savez bien, peuvent pas non plus payer simple ou double. Le portefeuille n'est pas extensible, oui, c'est certain. Et puis vous savez, les enjeux mondiaux sont pas forcément ceux de l'individu. On peut très bien apporter des solutions éco-responsables et décarbonées à des foyers qui en ont les moyens. On sait le faire. Mais sur des plus grands volumes, c'est beaucoup plus compliqué. Ça relève d'une politique volontariste, économique, sociale, générale. C'est pas entre nos mains. On sait construire ces modèles-là. On sait réaliser des constructions qui sont un peu moins carbonées, plus économes en consommation d'énergie. Mais on n'a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'incitation. Et on a très longtemps fonctionné à l'incitation. D'où le terme que vous évoquez, qui est celui de co-développement. Le co-développement, ça me semble être une solution logique dans la mesure où on ne peut pas rester toute seule dans notre coin à essayer d'imaginer des solutions qui iront à tout le monde. Il faut qu'on puisse les agréger. La construction, c'est pas un millefeuille. C'est des éléments cohérents qui peuvent vivre ensemble pour aboutir à un résultat. C'est pas seulement un matériau plus une technologie, plus un autre matériau, plus une autre technique. C'est un ensemble qui, à la fin, amène à un résultat positif, dont la vocation première est de loger. Si on en revenait un peu à la frugalité du logement, je pense qu'on serait pas loin d'une certaine vérité vers laquelle il faut tendre désormais. Et puis bâtir avec les industriels des solutions qui sont plus généralement applicables, plus abordables et plus partageables. Et effectivement, quand vous avez entendu ce matin ce qu'on s'est dit sur les différents scénarios qui s'offrent à nous en matière de construction, et vous parliez là à l'instant du besoin de loger les gens. Vous soulignez que on n'y est pas non plus, enfin, que la crise environnementale ne chasse pas la crise du logement, qui est une crise de la qualité et de la quantité, qui date pas d'hier, et sur lequel vous devez être en pôle position, vous, aménageurs, constructeurs, promoteurs. Alors, il y a plein de solutions pour répondre à ce déficit de logement. Je pense que toutes les lois qui sont en préparation, plus la loi ZAN, plus toutes les normes qui nous attendent avec des échéances relativement proches, vont dans ce sens-là. Maintenant, le déficit de logement, il n'est pas nouveau, il est chronique en France, et le logement neuf n'est pas la seule solution. Maintenant, le fait de flécher plus spécifiquement la rénovation ou la réhabilitation, c'est une très bonne chose. On a pendant trop longtemps délaisser les performances des bâtiments pour loger en masse. Une petite chose qui serait bien aussi quand même, c'est qu'on puisse permettre aux propriétaires d'aller vers de la rénovation thermique ou décarbonée pour permettre à des dizaines, voire des centaines de milliers de logements de retourner sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit terrible. Le fait de restreindre les zones constructibles, c'est pas forcément un frein à la construction neuve. Et quand on entendait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne sait plus construire de manière durable et qualitative, eh bien finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose à l'heure actuelle, parce que vous l'avez dit vous-même, on est dans une période de transition, et je reste persuadée que la conception, les techniques employées, les matériaux et les technologies utilisées à l'heure actuelle ou projetées dans un très court terme ne sont que des solutions de finalement transition, et qui nous mèneront, quand l'industriel, quand le scientifique aura pu aboutir à de nouvelles solutions, à ce qu'effectivement on fasse une véritable bascule. Mais la période est plutôt à la transition, avec une recherche, faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, faire du réemploi, du recycling ou du upcycling dans la construction neuve, eh bien on se heurte à des problèmes de qualité du matériau, donc d'assurabilité de la chose, aussi. de réglementation, avec un tissu artisanal
qui n'est pas forcément dans le savoir-faire de la mise en œuvre. Donc on peut vouloir un tas de choses. On veut évoluer, mais notre environnement ne nous le permet pas complètement à l'heure actuelle. Il faudrait former les jeunes à ça. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers d'artisans qui sont dans l'incapacité de mettre en œuvre une nouvelle technologie. C'est formidable, les tuiles solaires. C'est absolument génial. Seulement, qui pour les mettre en œuvre? Qui pour les assurer? Personne. Donc l'industriel fait bien le boulot. Nous, on voudrait les proposer, même s'il y a une plus-value. Mais dans la mise en œuvre, on se heurte à un problème de faisabilité. Et puis c'est ce manque de cohérence. Il y a un véritable manque de cohérence à l'heure actuelle où chacun travaille dans son coin. Il ne faut pas oublier que la décarbonation, c'est un véritable sujet, un enjeu concurrentiel. Donc on est en train de parler de valorisation financière de la décarbonation pour un sujet environnemental majeur. Qui est un enjeu de vie ou de mort pour nous et qui va nous occuper tout le reste de notre carrière. Voilà. Bien, merci Anne Vantemberger. Un dernier message à faire passer avant que je ne vous libère. On s'est tout dit. De toute manière, restez dans les parages parce que si on a quelques minutes bonus à la fin, on essaiera éventuellement de prendre quelques questions si le temps nous permet. Oui, juste un dernier mot. Il est vrai que tout ce qu'on entend est très alarmant. On est très perméable aux informations qui touchent le climat, le dérèglement climatique. Mais je pense que si on veut avancer un peu, à petits pas, il faut frapper un grand coup pour faire bouger les lignes. Parce que chez nos clients, les gens qui vont habiter ces logements, eh bien, le chemin n'est pas encore fait. Et on est beaucoup sur des comportements très individualistes, somme toute logique quand il s'agit de son portefeuille. Mais je pense qu'il y a à raison un discours particulièrement alarmant. Comme vous le dites, il nous reste 3 ans pour que ce soit entendu. Mais en tous les cas, au quotidien, nous faisons notre possible pour avancer dans ce sens-là avec l'ensemble des équipes du groupe. Merci. Merci à vous. Merci Anne Vantemberger. C'était bien de commencer par une maîtrise d'ouvrage, et en particulier celle-ci, parce que c'est, Anne Vantemberger l'a dit, un promoteur ou un constructeur, c'est un catalyseur de solutions, et on va continuer à les explorer un peu. On va rentrer dans le portefeuille de solutions, en commençant par la lumière. Avec vous, Christophe Kilvasseur, rejoignez-moi. Ah, non, attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Si, pardon. Je sais pas votre nom qui s'affiche. Ah oui, c'est parce que... Alors, vous n'êtes pas Jean-Marc Vogel. Vous êtes Christophe Kilvasseur. Vous êtes le CFO de Ledvance. Oui, c'est néanmoins la même entreprise. Tout à fait. Qui est un des plus grands fournisseurs lumière du marché européen, peut-être mondial, vous me direz. Oui, puisqu'en fait, le groupe Ledvance, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un groupe d'à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires dans le monde, et c'est issu d'une scission du groupe Osram. Et donc, c'est un groupe allemand à capitaux chinois. Donc, qui est implanté dans une 50aine de pays dans le monde, et nous avons donc une entité en France qui fait à peu près 130 millions de chiffre d'affaires. Et nous avons aussi un site logistique européen qui est à Molsheim, donc à 25 km d'ici. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous les aspects de transition écologique nous touchent à plusieurs niveaux, donc à la fois les niveaux... Vous nous parlerez tout à l'heure de la question logistique, mais commencez peut-être par la lumière. Vous écoutez nos échanges là depuis tout à l'heure, mais d'où vous partez et comment vous prenez la question pour la suite? Disons que au niveau de l'éclairage, on a une position un peu particulière parce que quasiment depuis 50 ans, depuis la première crise pétrolière, en fait, l'économie, c'est souvent, on a un produit un peu iconique, on dit voilà, je veux faire des économies, j'éteins la lumière. Et donc, c'est quelque chose qu'on porte depuis des années, ce qui fait que cette mutation et la remise en cause entièrement de nos produits et de la manière dont on les utilise
est vraiment très différente. C'est quelque chose qu'on a, on va dire, commencé il y a une quinzaine d'années, puisque ça fait quasiment 15 ans. À partir de 2008, il y a eu toute une série de bannissements réglementaires européens qui a touché quasiment l'intégralité de notre portefeuille de produits, ce qui fait que nous avons dû effectivement chaque fois trouver des alternatives et trouver des produits qui sont plus efficaces. Et progressivement, l'efficacité entre le nombre de la consommation énergétique des produits a changé. Et c'est pour ça que cette capacité, effectivement, ça a complètement bouleversé notre industrie. Hein. Il y a quasiment toutes les entreprises ont été complètement restructurées, ont changé quasiment toutes de main. Mais on a appris, du coup, à avoir une démarche de remise en cause et qui fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est clair que dans l'immédiat, on est vraiment une partie de la solution. Bien sûr on l'a vu avant, effectivement, l'éclairage, c'est entre 15 et 20% de la consommation électrique. Et on a des solutions qui s'adressent effectivement à tout type d'éclairage. Et ça, effectivement, que ce soit, juste pour donner, on parlait qu'effectivement, il y a un décalage entre les solutions techniques et les mises en œuvre. Et c'est effectivement, il y a, pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près à peu près 100 millions, entre 100 millions et 150 millions de tubes fluorescents qui restent toujours en service en France, alors qu'il existe des solutions LED. Vieille génération, vous voulez dire? Oui, bon, qui sont des T8 ou des T5, donc dont les solutions techniques existent depuis plusieurs années. Mais il y a 2/3 des installations sont toujours dans des solutions traditionnelles qu'on pourrait remplacer avec, en fonction des différentes alternatives techniques qui sont à disposition, et des économies d'énergie entre moins 40 et moins 75% selon le degré le type de produit. Je remplace ça par un tube LED, je remplace ça par un luminaire LED et je remplace un tube fluorescent par un luminaire LED avec pilotage. Et ça, c'est un point qui est très important et qui a on va dire, un potentiel d'économie qui est très important. Le pilotage. Le pilotage. Il existe des réglementations, effectivement, les arrêtés de rénovation de 2007 qui ont été révisés en 2017, normalement imposent de mettre en place des systèmes de détection. Il y a deux types de systèmes de détection, des systèmes de détection de mouvement, mais aussi de détection de l'intensité de lumière, donc qui peut effectivement se caler par rapport à la lumière extérieure notamment. Et c'est très peu appliqué. C'est très peu appliqué, alors que si on veut vraiment faire des économies immédiates et importantes, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Et ça, effectivement, c'est un message à faire passer, puisqu'on parle effectivement quelles sont les solutions que les industriels peuvent proposer. Les solutions de pilotage, il en existe de toutes sortes. Filaires, pas filaires, sans fil, avec toutes sortes de standards. Mais il faut effectivement en tenir compte pour chaque rénovation, quoi. Moi, j'ai une petite question de curiosité. Vous avez souligné, vous avez rappelé que le monde de la lumière est sans doute une des industries qui, dans les 15, 20 ou 30 dernières années, a connu les infléchissements de courbe les plus spectaculaires. On est quand même passé de tout à rien en matière de consommation. Est-ce que vous pouvez plus précisément aller encore beaucoup plus loin Essentiellement par le pilotage, oui. Elle est là, la vraie marge de manœuvre, quoi. Oui, parce que je veux dire, quasiment toutes les gammes maintenant sont passées à la LED, et les gains sur les puissances consommées, juste pour donner un ordre de grandeur, hein, on part pour le produit le plus standard, une lampe à incandescence avec des puissances de 75 ou 100 watts, l'équivalent en LED, on va être entre 6 et 8 watts, quoi. Donc on ne peut plus gagner 10 watts si on n'en consomme plus que 6 ou 8. Par contre, sur la détection et le pilotage, là, clairement, les gains sont encore très importants, quoi.
parce qu'il y a plein d'endroits. C'est effectivement une remise en cause d'un certain nombre d'habitudes et aussi chez les installateurs, c'est plus difficile de câbler un système avec du pilotage. C'est plus cher, ça demande de la compétence et c'est pas évident, c'est souvent un frein. C'est aussi une mise en cause effectivement dans d'autres éléments de la filière. Alors vous avez commencé tout à l'heure à nous parler d'une autre activité qui est la vôtre, qui est la logistique. Oui. D'abord, dites-nous un peu quel est le rapport, et puis deux, dites-nous les frontières que vous allez chercher à dépasser dans cette activité-là. Oui, donc là, en fait, effectivement, nous, on a à la fois on va dire, nos produits qui peuvent répondre effectivement à certains enjeux de la transition écologique. Et effectivement, en tant qu'acteur économique, on a également toutes sortes de challenges de transition écologique sur notre propre fonctionnement. Effectivement, à un ordre de grandeur, on a un centre logistique où on a à peu près un bâti d'à peu près 60 000 mètres carrés, qui est fortement automatisé, donc on consomme du gaz, de l'électricité. Et effectivement, il faut effectivement... on se pose toute une série de questions on a également une centaine de collaborateurs qui circulent en France avec des véhicules. Donc on a aussi fait notre bilan carbone, on le fait régulièrement. On distingue à la fois effectivement les énergies, comment utiliser moins d'électricité, comment consommer également moins de gaz. Actuellement, par exemple, on déplace des gens, puisqu'on a une utilisation de nos bâtiments qui est pas forcément rationnelle, qui est basée sur les historiques, et on les regroupe plutôt que d'avoir des services étalés sur de très grandes surfaces de bureaux pour pouvoir libérer des bâtiments. Vous dire la transition écologique, c'est pas que l'énergie, donc il y a effectivement toutes les parties qui sont des bilans carbone, qui sont sur et les aspects de recyclage. Par exemple, nous, sur notre site, on a investi 200 000 euros pour remettre, rien que dans les zones à déchets, pour être sûr que tous les tris se font proprement, que tous les déchets sont revalorisés, et ça fait partie effectivement on a des palettes, on les répare, on essaie de limiter les palettes perdues, on a des containers qui arrivent, on supprime les palettes dans les containers, on utilise d'autres possibilités pour concentrer l'utilisation des transports. On a changé notre implantation logistique en Europe pour nous rapprocher de certains clients dans l'Est de l'Europe. On a calculé qu'on économisait à peu près 1 million de kilomètres de transport en répartissant, en regardant mieux effectivement quel est le meilleur endroit pour placer les produits. Mais c'est vrai que c'est relativement difficile vu la complexité des réglementations, de savoir qu'est-ce que je dois faire exactement, quelle est ma situation, quelles sont les obligations réglementaires, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux avancer aussi plus vite, et pour adresser tous les aspects de la transition écologique. Et alors Christophe Kilvasseur, peut-être un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Si on dézoome au-delà de votre activité, vous regardez forcément ce que fait la filière qui est la vôtre. Est-ce que vous la sentez sur les rails et quels sont ses grands défis ? Oui, disons, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup d'aspects, notamment réglementaires, qui sont pas évidents. Et on va dire, la vitesse et du politique n'est pas forcément toujours la même que du point de vue économique. Et entre une loi AGEC qui comprend de nombreux articles, pour qu'on puisse savoir effectivement qu'est-ce que ça recouvre et comment on peut mettre en place des processus qui permettent des applications de ces règles. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des filières. Donc, on a essentiellement par exemple, dans notre cas, on va passer par exemple, le syndicat de l'éclairage et la FIEC, qui est la Fédération pour les industries électriques, et avec lesquels on travaille. On y a des commissions, nous, on a nos experts qui participent activement à ces travaux, de manière à pouvoir avoir des échanges avec les régulateurs pour comprendre et pour s'assurer que les mises en application soient efficaces. Notre but, c'est pas de modifier les réglementations et leur esprit, mais qu'ils soient mises en place, qu'on sache
ce qu'on veut faire et qu'on puisse le faire avec efficacité. Et notamment avec les filières, parce qu'on travaille notamment au niveau de l'industrie de la lumière, pour tous les passeports écologiques des produits, pour qu'on les définisse de manière standardisée, pour qu'il y ait des comparaisons qui soient possibles de fabricant à fabricant et qu'on puisse les traiter plus efficacement et établir de manière plus fiable les cycles de vie des produits, qui sont effectivement relativement complexes et où beaucoup de choses se passent effectivement pas forcément dans notre entreprise, mais aussi dans l'utilisation de nos produits en amont et en aval. Et là, effectivement, le soutien d'une filière avec des experts, et ensemble, on est plus fort que tout seul, parce les enjeux sont tellement grands et la complexité est si grande, et que effectivement, quand nous, par exemple, on met en place des outils de pilotage de la lumière, c'est intéressant qu'on soit aussi en discussion et en partenariat avec des gens comme Legrand, par exemple, avec qui on suit certains projets pour que les outils de domotique qu'ils peuvent mettre en place soient compatibles avec les nôtres, et qu'on puisse ne pas démultiplier les standards et que ce soit inapplicable, parce que chacun travaille dans son coin. Et c'est également le cas, peut-être une dernière partie que je classe aussi dans les filières, et qui est un élément très important, c'est les organismes de recyclage. Donc en l'occurrence chez nous, c'est Écosystème, dont nous sommes un cofondateur de Recilium qui maintenant est fondu dans Écosystème, et c'est un acteur très important pour justement mettre en place les filières pour le recyclage, mais surtout le réemploi, et toutes les démarches des nouvelles réglementations sur l'utilisation des matières recyclées, la réparabilité, et c'est des éléments sur lesquels on travaille beaucoup, et qui sont effectivement vraiment l'étape d'après pour aller au-delà que de l'aspect énergétique, qui est qu'un aspect de la transition. Merci infiniment, Christophe Killwasser. Merci. Pour ces propos éclairants, je vous libère, et pour ce son de cloche qui est le vôtre, qui, je pense, ne surprendra pas grand monde dans la salle, et puis que vous allez sans doute aussi continuer à entendre, à savoir que cette question de la transition, eh bien, elle fait que tout le monde se tient un peu par la barbichette, et qu'on se retrouve toujours dans des points de blocage et des jeux d'acteurs complexes aussi, entre puissance publique et acteurs privés, entre clients et fournisseurs, entre producteurs, prestataires, commanditaires, etc. Voilà, donc le besoin d'avancer collectivement. Notre dernière tribune des décideurs pour le moment, j'appelle Christian Pimpy à me rejoindre. Où est-il? Le voici. Christian Pimpy, qui est directeur performance et solutions béton durable chez Ekiom. Bienvenue, Christian. Le béton, vous en avez déjà entendu parler aujourd'hui. C'est celui dans lequel certains voient l'ennemi public numéro 1, celui pour autant sans lequel on ne sait pas encore tout à fait faire, et qui est donc... c'est bon. Qui est donc, en tout cas, largement en question à l'heure qui est la nôtre. Et j'imagine, Christian Pimpy, c'est ma première question, que c'est un sujet qui est existentiel, en fait, pour vous, cette question de la radicalité des trajectoires carbone qui sont la nôtre, puisque vous, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes extracteur de granulats, producteur de béton prêt à l'emploi, oui, et de ciment aussi. Exactement. Voilà. Donc évidemment, Ekiom est parfaitement engagé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour deux raisons majeures. La première, c'est les impacts sur le dérèglement climatique. Donc forcément, pour le respect des générations futures, on se doit de limiter nos émissions. Et ensuite, pour une raison qui est extrêmement pragmatique, c'est la RE 2020 qui a fait son apparition à partir du 1er janvier 2022, donc depuis cette année, pour les permis de construire sont déposés depuis cette date. Et donc, de toute manière, on se doit de proposer aux entreprises de construction des matériaux qui permettent de passer les seuils qui ont été fixés. Donc il y a cet indicateur IC Construction qui a été mis en place, qui doit limiter le poids carbone de la construction.
Donc sur le logement collectif, par exemple, on est à un maximum de 740 kg de CO2 par mètre carré construit. Donc l'enjeu pour notre filière, à 1 mètre cube de béton, en moyenne, c'est 200 kg de CO2. Donc c'est un poids carbone qui est conséquent. Au niveau du bâtiment, au niveau de la construction du bâtiment, ça pèse 25% du poids carbone de la construction. Là, je ne parle pas d'usage, je parle que de la partie construction. Donc, comment on va faire pour réduire cet impact? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 200 kg de CO2, 90% proviennent du ciment. Donc, si on veut faire des bétons bas carbone, il faut utiliser des ciments bas carbone. Et pour cela, donc, ce qui tombe bien, c'est que Ecom Béton est fourni en ciment par Ecom Ciment. Donc, on a cette maîtrise de nos matières premières et de la chaîne de valeur. Donc, ce que l'on met en œuvre pour réduire le poids carbone de nos ciments, il y a plusieurs leviers. En fait, on va fabriquer du ciment, on va mélanger de l'argile et du calcaire qu'on va chauffer à 1450 degrés. Cette chauffe est émissive en émission de Chimiquement, CO2. on casse la molécule, ça émet du CO2, c'est le principe. En fait, il y a 2 étapes. Il y a la chauffe. Donc là, c'est simplement les combustibles traditionnellement fossiles qu'on va utiliser qui vont émettre 1/3 du poids carbone du ciment. Et les 2/3 restants, effectivement, vous avez raison, c'est la décarbonatation du calcaire qui est chauffé. Le fait de chauffer la matière à 1450 degrés va libérer dans l'atmosphère le CO2. Donc, d'où cet impact majeur. Donc, première étape, pour réduire les émissions de CO2 liées à la combustion, on va moderniser nos fours de cimenterie pour avoir les process les plus sobres d'un point de vue énergétique. Et on va aussi substituer les combustibles fossiles par des déchets valorisés. On a une filiale chez Ecom qui s'appelle Saphir. Le métier de Saphir, ça va être de sourcer des déchets à pouvoir de combustion, type huile usagée, des pneus, etc., qu'on va venir brûler en substitution des combustibles fossiles de nos fours de cimenterie. Et donc, il y aura un impact carbone direct une réduction de l'impact carbone direct sur nos DEP ciment. Ensuite, pour réduire le poids carbone lié au process, donc la décarbonisation du calcaire, l'objectif, c'est de substituer un maximum de clinker, la matière première du ciment, par des constituants secondaires qui sont des sous-produits d'autres industries. On pense par exemple au laitier de Haut-Fourneau, qui est un sous-produit de l'industrie de l'acier. On pense aux cendres volantes, qui sont un sous-produit des centrales thermiques, donc abondantes en ce moment. Il y a aussi les pouzzolanes naturelles ou qui sont brûlées artificielles, cherchez le terme. Et donc, on va pouvoir comme ça réduire le facteur clinker de nos ciments. Chez Ecom, on a un taux de substitution énergétique de 65%. Donc, à 65%, nos besoins combustibles sont substitués par des déchets qui sont valorisés. Et on a un facteur clinker de 70%. C'est-à-dire que nos ciments, à hauteur de 30%, sont composés de sous-produits d'autres industries, qui vont nous permettre de réduire drastiquement notre poids carbone. Après, pour aller plus loin, parce que l'objectif 2050, c'est comme la neutralité carbone, là, avec ce que je vous ai dit, donc on est à peu près, on va pouvoir réduire de moins 30, moins 35, moins 50% sur nos ciments, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà un premier pas qui a été engagé. Par contre, pour aller plus loin, on va être sur la rupture industrielle technologique. Et donc, ça va être d'investir sur des procédés de capture et captation carbone, idéalement pour le revaloriser dans d'autres industries, et au pire, pour le stocker de manière définitive dans des zones de stockage permanent. Donc là, on a une cimenterie qui est basée à Limbe, dans le Pas-de-Calais, qui a obtenu une subvention conséquente du fonds d'investissement européen, puisqu'on a obtenu une subvention de 153 millions d'euros, justement pour nous permettre de mener à terme, de mener à bien cet investissement qui est colossal. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir proposer du clinker zéro carbone pour, in fine, avoir des ciments très faiblement carbonés qui vont se répercuter sur le poids carbone de nos bétons et donc dans le bâtiment. Effectivement, c'est clair. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez soumis également une autre piste que j'ai trouvée intéressante, presque paradoxale pour vous, qui était plutôt autour de la transparence de vos données et de la manière dont vous poussez les concepteurs, notamment des projets, à utiliser moins de béton, à utiliser mieux, mais à utiliser moins. Oui, c'est exactement ça. Alors déjà, sur la transparence de la donnée, ce qui est extrêmement important pour nos clients
maître d'ouvrage et même maître d'œuvre, c'est avoir une information fiable sur le poids carbone des matériaux, des équipements qu'ils utilisent. Donc ça, c'est également une vertu de la RE 2020, c'est de devoir faire un bilan carbone du bâtiment. Et donc, nous, industriels, on se doit de proposer des FDES qui soient à jour de nos matériaux pour que les calculs soient le plus pertinents possible. Ensuite, quand on vend du béton, en fait, on vend un matériau structurel. Et ce que l'on s'efforce de faire, c'est d'apporter un maximum de valeur à notre matériau et finalement, on vend le béton pour ce qu'il est, pour un béton à résistance mécanique, on va vendre des mégapascales plutôt que vendre des mètres cubes. Et si, à la conception du bâtiment, on va correctement dimensionner le bâtiment de manière la plus optimisée possible, la plus fine. Je vous donne un exemple. Sur un bâtiment de 6-7 étages, traditionnellement, si c'est une structure poteau-poutre, par exemple, la taille des poteaux est la même du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Ce qui n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup plus de portance mécanique à voir sur les étages inférieurs, les étages supérieurs. Et donc si on vient, au fur et à mesure que l'on érige les étages, diminuer le dimension de poteau, il y aura un gain matière qui sera important, qui va se répercuter directement sur le poids carbone des matériaux. On pourra même aller optimiser les fondations en conséquence pour alléger également les fondations. Il y a aussi, par exemple, un mur. On peut très bien faire un mur en béton penché en voile plein. On peut très bien imaginer une structure poteau-poutre avec un remplissage en béton de bois biosourcé, par exemple. Et là, on va pouvoir valoriser des déchets du bois dans nos bétons, avoir quelque chose de plus léger, de beaucoup plus vertueux. C'est des marchés sur lesquels vous allez, ça, d'ailleurs les bétons de bois, alors, de chanvre. On cherche toutes les solutions pour réduire le poids carbone du système constructif. Donc dès lors que l'ajout de ces matières dans nos bétons peuvent apporter de la valeur ajoutée au niveau du bâtiment, oui, on mène ces études pour proposer des solutions un peu plus clés en main aux entreprises. Et nous, ce qu'on va vraiment rechercher, c'est, quand il y a des projets, être informé dès l'amont du projet pour qu'on puisse, avec l'entreprise, réfléchir où est-ce qu'il y a des vrais gains de carbone, tant sur le choix des bétons. On pourra mettre des bétons ultra bas carbone à différents endroits, pas partout, parce qu'il y aura des impacts sur la mise en œuvre. Parfois, un béton bas carbone sera un peu plus lent pour la résistance à jeunage, qui va pouvoir empêcher le décoffrage dans des cadences habituelles. Et donc, on va pouvoir alerter le client sur ces contraintes, mais pour pouvoir, sur d'autres lots, ou par exemple pour des coulages le vendredi, là, on a 3 jours avant de décoffrer, là, on va pouvoir mettre du béton ultra bas carbone sans impact sur le chantier. Mais pour ça, il faut qu'on soit impliqué dès la conception du chantier pour justement affiner, trouver ces solutions, sachant que chaque projet va être différent. Et donc, c'est très difficile d'avoir une solution clairement qui va toujours s'appliquer. Et donc, d'où cette discussion qui est indépendante et cette recherche collective avec le bureau d'études et l'entreprise. Je disais en introduction que la recherche de solutions bas carbone était pour vous une solution de survie, ne serait-ce qu'à la lumière de la question réglementaire. C'est aussi, il y a quand même une fenêtre d'opportunité pour vous, c'est-à-dire que il y a une prime à qui saura innover parmi tous vos concurrents, à qui saura innover, se positionner et proposer des solutions performantes. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait, j'imagine. C'est pas grave. Alors, effectivement, il y a une prime à l'innovation, mais pour des raisons de contraintes sur l'énergie. Quand je parlais tout à l'heure de notre projet de captation carbone, pour mener à bien ces projets, il faut l'énergie électrique disponible en quantité suffisante, décarbonée, donc soit nucléaire ou d'énergie renouvelable, et un prix qui soit maîtrisé. Et donc ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour la disponibilité des énergies en France, il y a forcément une prime aux pionniers sur ce type de technologie. Après, la clé reste quand même la collaboration, parce qu'effectivement, il y a une vraie demande aujourd'hui de solutions bas carbone, mais qui a un niveau... on construit comme avant, mais on veut des bétons ultra bas carbone. La vraie clé, c'est une conception qui est vraiment repensée. Et une fois de plus, utiliser chaque matériau, que ce soit la terre cuite ou le bois ou le béton, pour ses vertus qui lui sont intrinsèques.
et pas être dogmatique non plus. Je ne veux plus de béton, je veux que du bois, ou etc. L'idée, c'est bien avoir une vraie bonne connaissance de ce que va apporter en termes de durabilité, en termes d'usage, le matériau pour l'utiliser à bon escient. Et à l'occurrence, le béton, il a une valeur ajoutée sur sa résistance mécanique. Utilisons-le pour ça, et non pas pour remplir du vide, tout simplement, ce qui là serait catastrophique pour l'impact du bâtiment. Et on en revient à nos questions presque de jeu d'acteurs, à savoir que 15-20 ans en arrière, vous étiez finalement, j'imagine, loin du processus de conception architecturale. On vous appelait en tout dernier recours, et que maintenant, finalement, vous remontez en amont de la chaîne de conception. Tous les efforts que l'on mène sont effectivement la communication vers ceux qui vont mettre en œuvre et ceux qui vont concevoir le bâtiment, pour leur dire « pensez à nous, le béton est un matériau qui est parfaitement pertinent », dès lors que l'on maîtrise ses qualités et ses défauts pour justement l'amadouer et l'utiliser au bon niveau. Merci beaucoup Christian Pimpy. Je vous en prie. Pour ce témoignage. On va écouter dans quelques instants trois précisément start-up qui viendront témoigner. Avant cela, il y a peut-être s'il y a une question, si vraiment quelqu'un a été interpellé par une des trois présentations, manifestez-vous, sinon c'est pas très grave. Bon, tant mieux. Trois startups, donc, je le disais, qui continuent leur marathon de pitch devant vous. On va commencer par Circular Impact, si je ne me trompe pas, à savoir Paul Lévy, son CEO, qui nous rejoint à l'instant. Voilà, Circular Impact, qui est une plateforme de mise à disposition en location d'espaces de travail équipés, conçus à partir d'équipements immobiliers neufs et reconditionnés. Paul Lévy, je vous cède la parole. Vous avez ici de quoi passer vos slides et le gros bouton vert, absolument. Okay. Et sous vos yeux, le timer. Donc, même règle du jeu, on est reparti pour 4 minutes par personne. À vous la parole. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Paul Lévy, je suis le cofondateur de Moduloop, une start-up engagée dans l'immobilier tertiaire et qui développe des solutions circulaires. Alors, je suis aidé dans ce développement par mes deux cofondateurs, Andy, qui est un architecte d'intérieur, et Laurent, qui est un spécialiste de l'immobilier tertiaire, de la gestion de parcs d'immobilier tertiaire. Moduloop, c'est notre réponse aux déchets que nous voyons dans l'aménagement de bureaux et dont nous avons été témoins durant toute notre carrière. Vous avez des produits dans les aménagements de bureaux qui sont généralement réalisés pour durer entre 10 et 15 ans. Mais si un locataire déménage après 3 ou 6 ans, il doit souvent jeter le mobilier, mais également dépouiller et remettre à nu son espace à la demande de son propriétaire. Le jour où il déménage, un autre locataire rentre et il refait peu ou prou la même chose. Et nous avons ici ainsi des cycles de construction, déconstruction, qui sont génériques dans l'aménagement de bureaux et qui sont aujourd'hui d'autant plus inacceptables lorsque l'on sait que à chaque déménagement, vous avez environ le coût d'un poste de travail, c'est 15 000 € par poste, et que vous avez donc une destruction importante de valeur. Que les locataires dans les grandes villes déménagent tous les 6 ans en moyenne, et c'est des cycles aujourd'hui qui sont en tendance à s'accélérer, et que moins de 2% des produits sont réutilisés sur site. En plus, avec le flex office et l'adaptation aux nouvelles tendances, on peut dire que tous les aménagements aujourd'hui sont des projets pilotes, et il faut s'adapter à ces changements. Alors, comme je vous le disais, au-delà de cette destruction de valeur, l'impact de ces cycles de construction-déconstruction représente à eux seuls plus de 50% de l'impact carbone des bâtiments de bureaux tout au cours de leur vie. On en parle assez peu, mais l'Observatoire de l'immobilier durable a fait un rapport en 2019 pour montrer ces éléments-là, et on s'y intéresse de plus en plus. Alors, pour nous, il faut changer la donne. Ne plus louer ces aménagements de bureaux. Au lieu de les acheter, il faut donc les louer et de manière à permettre justement de les mutualiser. Si vous les louez, vous pouvez également les réemployer dans plusieurs espaces, prolonger leur cycle de vie et ainsi diminuer leur impact environnemental.
Alors en plus de ça, pour beaucoup d'entre nous, ça permet de ne plus investir et de passer du CAPEX en OPEX et de concentrer ses investissements justement sur son core business et puis être libre de pouvoir se réaménager, s'adapter en fonction de son organisation et ne payer uniquement ce qu'on utilise sans jeter. Alors la taille du marché en France est très importante. On parle tout de suite de 3 millions de mètres carrés qui changent de main par an, 100 000 postes de travail qui sont détruits et recréés. Il y a une perte de valeur conséquente, 1,5 milliard environ, qui pourrait être évitée. C'est pour ça qu'on a créé Moduloop, la première plateforme qui permet d'aménager les bureaux en location, les scénariser et de les adapter. Alors comment ça marche ? Nous avons créé un parc d'équipements pour le bureau, mobilier, aujourd'hui moquette et également luminaire, qui est comme une flotte de véhicules. Et au travers de notre plateforme, le locataire va choisir en effet ses besoins. On va en effet réaliser un plan en fonction de ses préférences. Et le locataire ne paye que ce qu'il a choisi d'utiliser durant la durée de son usage. Ainsi, nous avons pu créer un espace flexible. Tout ce qu'il n'utilise pas est repris, reconditionné et remis dans la boucle pour être utilisé par d'autres locataires dans d'autres projets. Vous avez donc ici gagné en flexibilité sans trop d'impact sur votre portefeuille et sans trop d'impact également sur l'environnement. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une étape où nous cherchons également à lever des fonds pour développer Moduloop. Et nous avons commencé quelques petites réalisations. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a un stand. Venez nous rejoindre et surfer sur moduloop.com. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup, Paul Lévy. Posez ça là. Super. Merci beaucoup. Bravo et bonne route pour Moduloop. J'accueille à présent Kelani Hassine pour une deuxième start-up qui s'appelle Istia, qui est une solution mixte software-hardware, enfin, vous allez nous dire si je résume bien, comprenant capteurs et solutions logicielles en faveur de la qualité de l'air intérieur. À vous la parole. Bonjour, Kelani, fondateur et CEO de la startup Istia, qui a été créée dans le cadre du projet européen DIAMS sur cette question de la qualité de l'air. On a choisi de s'orienter vers la qualité de l'air intérieur parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux. Des enjeux sanitaires avec plus de 8,8 millions de victimes chaque année liées à la mauvaise qualité de l'air. Plus de 95% des problèmes de santé sont liés à cette question de la pollution. Mais c'est également de nombreux autres enjeux pour les entreprises, des enjeux réglementaires avec l'obligation de mesure de la qualité de l'air dans les ERP, dans différents pays, en France, en Belgique, mais également en République populaire de Chine. C'est également de nombreux autres enjeux sur la partie économique, avec un coût lié à la mauvaise gestion de la qualité de l'air et bien sûr une émission carbone liée à l'utilisation des systèmes CVC. Pour faire face à cet enjeu, on a construit une solution en 4 parties qui accompagne nos clients de la première mesure jusqu'à l'amélioration de la qualité de l'air avec un ROI santé, mais également un ROI énergie. Alors concrètement, c'est une solution hardware, donc un capteur, qui a été éco-conçu. Donc on a pris en compte cette question de l'empreinte dès la construction de la solution et qui a la particularité d'être personnalisable. Donc aujourd'hui, il y a environ 18 composants. On peut personnaliser le type de polluant mesuré en fonction du besoin de notre client. Donc on s'adapte aussi bien à un écosystème tertiaire qu'un écosystème industriel. Ce capteur, il est lié également à une solution software. Ce software, il accompagne nos utilisateurs dans l'amélioration de la qualité de l'air avec un parcours didactique, mais également avec une interface de pilotage des systèmes CVC et une data visualisation sur la qualité de l'air qui a été simplifiée, car le premier geste pour améliorer la qualité de l'air, c'est de comprendre la donnée. Ce software, il est accompagné d'une intelligence artificielle. Alors l'idée derrière cette intelligence artificielle, c'est de prédire les épisodes futurs de pollution. Donc aujourd'hui, on prédit jusqu'à 3 jours en amont avec plus de 97% d'efficacité. L'idée était vraiment de changer le paradigme sur cette question de la qualité de l'air, parce qu'aujourd'hui, vous achetez un capteur, vous avez la donnée, mais au moment où vous avez la donnée, vous êtes déjà exposé. Et donc, la dernière partie de notre solution, c'est une application de pilotage des systèmes CVC qui prend les données en direct des capteurs, et également les données prédites. Et avec ces données-là, on va pouvoir
avoir un score pour optimiser cette gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 2 objectifs, améliorer la qualité de l'air, donc protéger la santé des usagers. Et le 2e objectif, un ROI énergie, qui est très important pour nos clients, parce qu'aujourd'hui, le ROI santé, il est compréhensible, mais le ROI énergie est beaucoup plus valorisé chez nos clients. Donc aujourd'hui, nous avons déployé notre solution auprès de plus de 10 clients. Nous travaillons avec des grands comptes de la santé, de l'énergie et de l'immobilier. On cherche à se développer aujourd'hui au niveau national. Donc on cherche des clients et des partenaires qui peuvent nous accompagner. Et également, nous sommes en levée de fonds là sur le prochain trimestre. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir rejoindre l'aventure Istia et nous accompagner à faire plus d'impact dans un monde qui a besoin de solutions pour le climat et l'énergie. Merci beaucoup. Merci Kelani Yacine et bravo. 3e et dernière start-up de cette séquence, Tech for Gaia, présentée par son président Farid Magnani, qui me rejoint. Tech for Gaia, qui est un outil de mise à disposition des données des pollinisateurs au service de la résilience de territoires plus durables. À vous la parole et je vous passe ça. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Farid, je suis donc le président et le cofondateur de Tech for Gaia. Et avant de commencer à présenter quoi que ce soit, je vous pose une question à tous. Fermez les yeux et pensez à 5 choses dont vous auriez du mal à vous passer. La dame devant ne ferme pas les yeux. Imaginez 5 choses dont vous auriez du mal à vous passer. Il y en a plusieurs qui n'ont pas fermé les yeux. Moi, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez au moins 3-4 choses. J'ai oublié d'exclure les femmes, enfants et maris. Ce n'est pas la chose à laquelle il fallait penser. Pour faire très simple, dites-vous que dans quasiment 100% des cas, vous avez de la biodiversité à l'intérieur de tout ça. Quasiment. Et donc, nous, notre sujet aujourd'hui, ça va être effectivement ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ce sont les services gratuits que nous apporte la biodiversité. Pour faire très simple, ils sont de 4 ordres. On a la notion de support, photosynthèse, la régulation liée au climat, l'eau. On a tout ce qui est prélèvement, et c'est ce qu'on connaît le mieux, effectivement, dans le cadre du bâtiment. Voilà, on prélève des matériaux dont on a besoin pour la construction. Et notre alimentation est un service crucial dont on oublie ou dont on n'a pas l'existence, enfin la connaissance, c'est le culturel. C'est ce que nous apporte une belle balade en forêt avec nos enfants, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que si demain nous perdions cette biodiversité, le coût aujourd'hui serait d'à peu près 135 000 milliards de dollars, l'équivalent de 55% des PIB. Alors je vais continuer un peu avec quelques chiffres. Aujourd'hui, si on parle d'érosion de la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, c'est sympa, ce qui a été raconté aujourd'hui, mais je pense qu'on oublie un gros pan de tout ça, c'est la biodiversité. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Aujourd'hui, on a une dégradation de la biodiversité qui demanderait un investissement d'à peu près 500 milliards de dollars pour compenser cette dégradation. Et aujourd'hui, on investit à peu près 133 milliards. Donc si on pense à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on se bouge un petit peu. Et nous, aujourd'hui, pour faire très simple, on prend un prisme qui est celui de l'alimentation. Alors, souvent, je dis, si demain, je vous proposais des fruits et légumes à 1 000 € le kilo, est-ce que ça vous dirait ? Vous allez me dire non, forcément. Sachez qu'il y a un fruit ou un légume, la vanille de Madagascar, qui vaut 1 000 € le kilo, pour 2 raisons, parce qu'elle est pollinisée à la main, et qu'on a de la spéculation derrière. Donc imaginons, madame, que vous soyez la seule à produire de la tomate en France. Tout le monde viendrait chez vous pour réaliser une belle sauce bolognaise. Voilà. Donc imaginez les prix que vous pourriez pratiquer. Et c'est véritablement un sujet. Ce qui fait que nous, on est parti du principe très simple, qu'on a pris en compte différentes problématiques constatées. D'une part, la mortalité assez incroyable des pollinisateurs, notamment des abeilles. Le besoin de chercheurs de collecter une donnée environnementale dont ils ont besoin. Tout un tas d'acteurs qui ont à cœur d'être des gardiens de la biodiversité, mais qui ne se coordonnent pas pour autant. Et puis un autre sujet qui est le cadre légal très restrictif. Alors je vais passer celle-ci, puisque je crois que j'ai perdu pas mal de temps comme ça. Donc Noémie, qu'est-ce que c'est ? On a développé un outil qui permet de monitorer l'activité de colonies d'abeilles et d'apporter une donnée au service de différents gardiens. Ces gardiens vont se voir adresser différents dispositifs, ce qu'on va appeler de la ruche connectée en l'occurrence, et on va monitorer l'activité d'une abeille qui est un biomarqueur naturel. Et ce biomarqueur naturel va nous permettre, grâce à de l'intelligence artificielle,
de faire des préconisations de bonnes pratiques auprès de 4 acteurs. Le monde de l'agriculture et de l'apiculture, le monde de la recherche qui a besoin de données environnementales, des entreprises engagées en démarche RSE et qui ont décidé de prendre en compte la biodiversité dans ce qu'on appelle le management de la biodiversité et les risques économiques qu'on pourrait encourir en n'en ayant plus, et les collectivités qui sont également des décideurs sur les politiques locales. Aujourd'hui, moi, je souhaite remercier un acteur qui est présent dans la salle, c'est Ekiom qui est intervenu tout à l'heure et qui on travaille, qui est ce qu'on appelle un pollueur. Quand on travaille dans le béton, c'est comme ça qu'on se fait appeler très souvent, qui a décidé de dire on a une activité de construction et on pollue, on en a bien conscience. Par contre, qu'est-ce que l'on peut faire à côté? Est-ce qu'on peut accompagner différents acteurs dans la production de connaissances et comment on peut réduire notre impact sur l'environnement? J'en termine là en disant que la ville du futur n'existera jamais sans la biodiversité. Et je vous invite à nous rejoindre à essayer de sauver 1 milliard d'abeilles, en sachant que ce n'est pas grand-chose, 1 milliard d'abeilles. Voilà, merci à vous. Merci infiniment. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.